Chers amis, rebonjour et ravi que vous soyez ici avec moi de nouveau. Je tiens à vous rappeler qu'il serait sympa de m'envoyer des commentaires ou des critiques pour que nous collections tout ce qui ne vous semble pas clair et que l'on puisse y répondre à Cannes en avril prochain lors du congrès de la SRV. Nous avons vu dans un premier chapitre que la membrane épirétinienne idiopathique ne diffère de l'œdème pur que par la présence de fibres hyaloïdiennes attachées à la limitante interne et mélangées à une prolifération gliale réactionnelle à l'ischémie. Si l'on accepte son influence sur la disparition des métamorphopsies, l'ablation de ces deux structures accolées ne peut avoir aucun effet bénéfique en soi. Nous avons également vu dans le chapitre précédent que, dans une membrane épirétinienne idiopathique, le pelage de la limitante interne agit grâce à la création d'un traumatisme rétinien, l'arrachement des pieds des cellules de Müller, responsable d'une expression quasi tumorale de l'EGFR sur toute l'épaisseur de la rétine et d'une cascade de réactions spécifiques au traumatisme mécanique associant une résorption de l'œdème via la gliose des cellules de Müller, une survie neuronale prolongée et des mécanismes de régénération cellulaire. Rien n'interdisait donc de penser que ce pelage puisse avoir les mêmes effets bénéfiques dans les cas d'œdème pur que dans les cas de membrane. Je pratiquais déjà le pelage de la limitante interne dans les œdèmes du syndrome d'Irving-Gass depuis le début des années 90. J'ai donc étendu mes indications à l'œdème diabétique et post-occlusion veineuse dès la fin des années 90. J'ai présenté mes 9 premiers cas de traitement d'œdème post-occlusion en 2001 à Retina Biarritz et également par la suite. Les résultats furent d'emblée enthousiasmants, comme peut en témoigner le nombre croissant de malades porteurs d'œdème post-occlusion veineuse adressés par mes correspondants. Je présentais donc une statistique au congrès de l'EVRS de Prague intéressante à plus d'un titre. Le seul critère de sélection était l'acuité visuelle pré- et post-opératoire et tous les renseignements étaient fournis par les ophtalmologistes correspondants. Ce qui explique d'une part que sur les 352 malades opérés, seuls 236 étaient comptabilisés, mais aussi qu'il n'y avait pas dans cette étude d'optimisation des résultats comme on peut le voir dans certaines études prospectives où la correction par lunettes est changée et les cataractes opérées. C'était donc la vraie vision qu'auront vos patients si vous pratiquez ce genre de chirurgie. À noter qu'il y avait beaucoup plus d'oblitération de la veine centrale que de branches, ce qui explique que 75% des malades avaient un dixième ou moins avant l'opération. L'augmentation visuelle moyenne était de plus de 4 lignes logmar, c'est-à-dire à peu près 2,5 fois plus que celle présente avant l'opération. J'avais eu l'idée d'injecter du Kenacort avant la chirurgie, pensant pomper l'œdème avant que la gliose müllerienne ne bloque l'épaisseur rétinienne. Surprenamment, les yeux avec Kenacort préopératoire montraient une moins bonne récupération visuelle. En gros, 70% des malades avaient une amélioration visuelle, seuls 6% avaient une baisse. C'étaient tous des malades porteurs d'occlusion de la veine centrale et tous porteurs de zones de non-perfusion étendues. Comme pour toute pathologie maculaire, l'amélioration variait de façon linéaire en fonction de l'acuité visuelle préopératoire.
Les améliorations étaient tout à fait identiques à celles obtenues par l'ablation de la limitante interne dans les membranes idiopathiques, les trous maculaires, les syndromes Wirling-Gass et les édèmes du diabète, confirmant, s'il en était besoin, que l'action réparatrice du traumatisme mécanique engendré par le pelage ne dépend pas de la cause de l'édème. Chose très intéressante, cette amélioration visuelle augmentait avec le temps pour obtenir plus de 5 lignes logmar après un an et, dans les résultats à long terme, avec un recul moyen de 5 ans présenté à Dresden en 2012, plus de 6 lignes après 2 ans. Bien sûr, sans aucun traitement additionnel. Enfin, la réduction de l'épaisseur était de 200 microns en moyenne. Dans les résultats à long terme, on pouvait noter qu'après un recul de 3 ans, les rétines maculaires avaient tendance à réaugmenter d'épaisseur, alors même que l'amélioration visuelle continuait à progresser. Cela nous permettait de dire qu'il fallait prendre un peu de recul sur les mesures OCT en post-opératoire. Donc, comme vous le voyez, des résultats enthousiasmants que je commençais à partager avec pas mal d'opérateurs, dont certains français. Jean-Paul Amar, par exemple, publiait en 2012 au congrès de Dresden une étude de 131 cas sur 193 opérés et trouvait des résultats parfaitement identiques. Je n'avais pas de nombre suffisant pour présenter des résultats sur l'œdème du diabétique, mais d'autres, comme Ferencun ou Andreas Schuller, présentaient plusieurs centaines de cas chacun. Puisqu'on parle de diabète, vous comprendrez bien maintenant, après avoir vu les 2 chapitres précédents, que cette distinction qu'il y a entre l'œdème diabétique diffus et l'œdème tractionnel, qu'il soit dû à l'action d'une membrane ou d'une traction hyaloïdienne, ne se différencie en fait, comme je l'ai dit au chapitre 1, que par la présence ou non d'un mélange de gliosastrocytaires de fibres de hyaloïde postérieure accolées à la limitante interne. Je suis donc opposé à cette distinction dans les œdèmes. Le traitement est le même et le résultat ne dépend que des dégâts occasionnés avant la chirurgie. Quoi qu'il en soit, le fait que l'amélioration visuelle soit la même quelle que soit l'étiologie et que les résultats ne dépendent pas de l'existence ou non de structures épérétiniennes confirmait nos explications sur l'action du pelage de la limitante interne. En 2005, j'avais introduit avec Guy Lelgoalch et Claude Baucher le traitement de la DMLA par injection d'Avastin. J'ai arrêté à ce moment-là, sans aucune difficulté, les indications chirurgicales dans la DMLA qui présentaient entre mes mains de meilleurs résultats que la PDT, mais des résultats infiniment moins bons qu'avec les anti-VEGF. Donc, ça ne m'a posé aucun problème. Par contre, lorsque ces anti-VEGF furent introduits pour le traitement de l'édème, j'ai constaté que les résultats étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par la chirurgie. Les laboratoires ayant refusé de faire des études comparatives anti-VEGF contre chirurgie, je pris donc la décision de faire une étude au sein de la Société européenne de rétine, le VRS. L'organisation de cette étude m'avait été simplifiée par le IVRS RD Study que j'avais organisé l'année précédente et dont je vous parlerai dans quelques chapitres lorsque nous aborderons le décollement de rétine. J'avais pour ce travail rencontré des polytechniciens spécialisés en statistique, c'est-à-dire des gens ayant un niveau très élevé dans le domaine des statistiques, et qui m'ont expliqué ce qui suit. Premièrement, vous n'arriverez jamais à faire une étude prospective randomisée suffisamment grande pour obtenir des résultats statistiquement significatifs pour des raisons financières, d'autant plus que la chirurgie apporte un surcoût supplémentaire. Il faudrait lever pour cela plusieurs millions d'euros que vous n'obtiendrez pas ni du gouvernement ni des sponsors. Deuxièmement, il sera hors de question de vouloir trouver un taux, tel un nombre des lignes d'amélioration. Si l'on veut cela,
seule une étude prospective randomisée est envisageable. Pourquoi? Parce que dans une étude rétrospective, les médecins peuvent exercer une sélection des cas qu'ils envoient, ce qui enlève toute fiabilité aux résultats trouvés. Troisièmement, par contre, vous pouvez comparer les résultats obtenus par deux techniques différentes avec une force statistique presque égale à une étude prospective randomisée, à condition de ne jamais présenter de taux bruts, mais uniquement des comparaisons, d'avoir suffisamment de malades pour chaque technique et surtout suffisamment de médecins pour chaque technique, de façon à ce que statistiquement, le pourcentage de ceux qui font des sélections soit le même dans chacun des deux groupes. Quatrièmement et enfin, pour une étude prospective comme pour une étude rétrospective, la fiabilité de l'étude va dépendre de l'absence de biais. Et ça, il faut bien le comprendre. Une étude prospective randomisée, si elle est faite sur 4 hôpitaux d'un même pays, avec 8 médecins utilisant le même matériel, ne vaudra pas grand-chose car elle accumulera trop de biais statistiques. Pour bien faire, il faut vérifier à ce qu'il y ait suffisamment de pays différents, car les possibilités d'accès aux soins dans chaque pays est variable, un mélange d'établissements publics et privés, une expérience comparable des médecins de chaque technique, une diversité du matériel ou des machines utilisées pour chacune des techniques, etc., etc. Si l'on élimine tous ces biais, une étude comparative rétrospective peut même être plus crédible qu'une étude prospective randomisée de même grosseur, mais avec des biais statistiques plus importants. L'étude de l'EVRS ayant répondu à tous ces critères et étant la seule étude multicentrique mondiale comparant l'efficacité de tous les traitements, laser, chirurgie, triamcinolone, Ozurdex, anti-VEGF et toutes leurs combinaisons, je suis fier de vous en présenter les principaux résultats. 85 rétinologues de 29 pays nous ont envoyé 2603 cas d'édème maculaire de plus de 300 microns d'épaisseur avec un suivi de 6 mois. Et commençons par les édèmes après occlusion veineuse. 738 cas avec à peu près le même nombre d'occlusions de la veine centrale que de branches furent soumis par 53 médecins et traités soit par des monothérapies, soit par des traitements combinés. Le nombre de malades augmentant leur vision de 3 lignes ou plus est plus élevé après ablation de la limitante qu'après anti-VEGF. Ce résultat est statistiquement significatif. Même chose pour les augmentations de 6 lignes ou plus. Cependant, cette façon classique de présenter les choses n'est pas exempte de reproches car, nous l'avons vu, l'amélioration dépend de l'acuité visuelle préopératoire. C'est pourquoi il est plus exact de présenter les choses en fonction de l'acuité visuelle initiale. On peut alors déclarer que la médaille d'or revient à l'ablation de la limitante interne avec une augmentation moyenne 2 à 3 fois plus grande qu'après les anti-VEGF qui obtiennent la médaille d'argent. Maintenant passons à l'édème du diabétique. 870 cas d'édème supérieurs à 300 microns traités par 60 médecins, soit avec des monothérapies, soit avec des associations. Là aussi, le nombre de malades augmentant leur vision de 3 lignes ou plus ou de 6 lignes ou plus est plus élevé après ablation de la limitante interne qu'après anti-VEGF. Ce résultat est hautement significatif. Et si l'on compare l'augmentation visuelle en fonction de l'acuité visuelle initiale, la médaille d'or revient à l'ablation de la limitante interne avec une augmentation visuelle 3 fois plus élevée que celle obtenue par la combinaison chirurgie triamcinolone qui reçoit la médaille d'argent. La médaille de bronze allant aux anti-VEGF. En ce qui concerne l'efficacité sur l'épaisseur rétinienne, la chirurgie semble assécher moins la rétine que les anti-VEGF. Nous avons calculé le coefficient de corrélation entre
l'épaisseur maculaire et l'acuité visuelle avant et après traitement, et il en ressort que le lien entre l'acuité visuelle et l'épaisseur rétinienne est significativement plus élevé avant le traitement qu'après, ce qui confirme que l'on doit prendre du recul sur la valeur prédictrice de l'OCT après chirurgie. Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous avons analysé l'évolution des épaisseurs rétiniennes pour chaque traitement en utilisant des boîtes à moustaches. Ici, la distribution avant le traitement et ici, après le traitement. On voit que la population traitée par l'ablation de la limitante interne a une moins grande réduction de l'œdème et qu'elle a une dispersion plus petite. Mais si maintenant on considère le risque d'évolution atrophique, on voit que tous les groupes, excepté celui de la chirurgie, ont au moins 10% de leur population avec une épaisseur inférieure à 180 ou 170 microns. Cela peut expliquer qu'une plus grande diminution en épaisseur n'est pas forcément synonyme d'une meilleure amélioration visuelle. Voyons maintenant les complications. Le développement d'une cataracte est plus fréquent dans le groupe de la chirurgie et de la triamcinolone, et ceci est statistiquement significatif. La survenue d'un glaucome est plus fréquente dans le groupe Ozurdex ou triamcinolone, et ceci est statistiquement significatif. Surprenamment, aucune différence significative a été observée en ce qui concerne la survenue de décollement de rétine, de décollement choroïdien, d'hémorragie intravitréenne ou de trous maculaires. Enfin, une comparaison sur le taux d'endophtalmie n'a pas pu être faite vu le nombre restreint de patients, mais une simple multiplication prouve que le risque après 10 ou 15 injections est beaucoup plus important qu'après une seule chirurgie. Au final, la vitrectomie, après ablation de la limitante interne, est la meilleure attitude thérapeutique pour toutes ces étiologies d'œdème maculaire, sans pour autant donner plus de complications que les autres traitements. Vous pouvez remarquer sur ce tableau récapitulatif que l'association chirurgie-triamcinolone, ici en rose, donne d'infiniment moins bons résultats que la chirurgie seule. Cela rappelle l'expérience que j'avais eue au début de ma chirurgie des occlusions veineuses, où l'association avec du Kenacort avait diminué les améliorations. Pourquoi? Souvenez-vous de mon schéma sur la cascade de réactions engendrées par le trauma du pelage. Sous l'effet de la stimulation de l'EGFR, les cellules de Muller augmentent la production de facteurs pro-inflammatoires qui ont eux-mêmes un rétro-impact positif sur la stimulation des cellules de Muller. Madinier rappelle que la réponse inflammatoire à l'ischémie est bénéfique car elle stimule la microglie. Et McAllister prouve que, dans les occlusions de branches, la triamcinolone réduit la GFAP dans les cellules de Muller et diminue donc la réaction contre l'ischémie. Tout cela prouve donc l'intérêt de respecter cette réaction inflammatoire qui fait partie de la réponse de l'organisme à l'ischémie. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo, que ce soit pour les membranes ou pour les œdèmes. La stimulation de l'EGFR induite par le traumatisme mécanique du pelage de la limitante interne permet les meilleurs taux de récupération visuelle. Pourquoi cette chirurgie n'est pas pratiquée plus régulièrement? Quelles vont être les indications et les conditions de mise en œuvre de cette chirurgie? C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre.